Bonsoir. Bonsoir, ça y est, nous y sommes. Nous sommes arrivés au dernier chapitre de notre cours sur l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc, nous avons déjà vu tous les chapitres antérieurs. Donc, bienvenue et félicitations pour être arrivés jusqu'à la fin et de ce cours. Bonsoir Marielle. Donc aujourd'hui, bonjour, bonsoir Nawal, et nous allons voir le chapitre, donc le dernier chapitre de l'interprétation des rêves qui correspond à l'inconscient et la conscience, la réalité. Bonsoir Cyrielle, bonsoir Sylvie, bonsoir Olivier. Donc félicitations à tous pour être arrivés jusqu'au bout. Nous sommes arrivés jusqu'au bout de cette lecture de ce livre passionnant qui inaugure donc la science de la psychanalyse, puisque c'est dans cette œuvre que Freud nous présente l'objet de connaissance, l'inconscient. Donc, il va nous présenter l'objet de connaissance, donc, et c'est ce que nous allons produire en psychanalyse, l'inconscient. Donc, nous allons commencer par Freud, dans ce dernier chapitre. En fait, ce qu'il va nous présenter, c'est une philosophie directement, c'est une philosophie psychanalytique, parce qu'il va nous proposer, il va nous présenter la différence qui existe. Donc, c'est une sorte comment on va dire, qu'il va rassembler en fait toutes les idées qu'il a présentées jusqu'ici pour nous parler de la différence qui existe entre l'inconscient et la conscience et la réalité. D'accord ? Donc nous avions vu, ce que nous avons vu pendant tout le cours, que la psychanalyse nous découvre qu'il existe deux réalités. La réalité qu'on appelle matérielle, d'accord ? Donc c'est cette réalité dans laquelle nous vivons, et la réalité psychique. Alors la réalité matérielle, c'est toujours aussi une interprétation que nous allons chacun faire. Non ? Personne ne vit dans la même réalité matérielle. Mais après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus personnel, on va dire, qui est la réalité psychique, et qui n'a absolument rien à voir avec la réalité matérielle. D'ailleurs, il va nous dire, donc à la fin du chapitre, il va nous présenter comme anecdote pour nous expliquer cette grande différence qui existe entre l'inconscient et la conscience. Rappelez-vous qu'on avait dit aussi qu'une personne qui commence sa psychanalyse, c'est le premier travail qui va devoir se réaliser, donc c'est pouvoir faire la différence pour que chacun puisse faire dans sa vie, faire la différence entre ce qu'est la réalité psychique et la réalité matérielle, non ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est un apprentissage, on va dire, c'est un apprentissage. Et il va nous dire, donc il va nous présenter à la fin du chapitre, de ce chapitre, donc à la fin de l'interprétation des rêves, il nous raconte une petite anecdote, et en parlant d'un empereur romain qui avait fait exécuter un de ses sujets, parce que celui-ci avait révélé qu'il avait rêvé qu'il assassinait l'empereur. Et donc, comme il avait publicité son rêve, ben directement, la décision de l'empereur avait été d'assassiner ce sujet. Et donc, Freud en prend cet exemple pour montrer que donc l'empereur, il croyait que non, il ne faisait pas justement cette différence entre la réalité psychique et la réalité matérielle. Comme quoi, il disait, celui-là, il réalise son rêve de me tuer, donc peut-être qu'il va être enclin à le réaliser dans la réalité, donc nous allons le tuer pour nous protéger. Donc Freud dit, première chose, donc nous voyons que l'empereur, il ne savait pas que le rêve, c'était le résultat d'un travail, et que c'est un contenu manifeste qui n'avait absolument rien à voir avec le désir qui était caché derrière ce rêve. D'accord ? Ça, nous le savons. Mais en plus, il va dire, mais de toute façon, nous devons aussi nous rappeler, et c'est là où ça devient très intéressant, il dit, rappelons-nous cette phrase de Platon qui vient nous dire que l'homme virtueux se contente de rêver ce que le pervers va réaliser dans la vie. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va nous dire,
donc il dit, donc l'empereur, en fait, il n'aurait pas dû tuer ce sujet, il aurait dû, non, c'était comme une anecdote, on va dire, surtout quelque chose qui ne va pas être interprété, c'est tout à fait anecdotique. Donc, il va nous dire que nous voyons donc que la réalité psychique est une forme spéciale d'existence qui ne doit absolument pas être confondue avec la réalité matérielle. Hein. Donc, à partir de là, il dit, il faudrait que les hommes puissent avoir une meilleure relation en fait avec leurs rêves et ne pas considérer leurs rêves comme quelque chose d'immoral, puisque c'est un discours manifeste et qu'on ne sait pas ce que ça cache derrière. Et que de toute façon, ça n'est aucune preuve pour condamner quelqu'un. D'accord? Que l'étude qu'il nous a dit, il nous a expliqué pendant tous ces chapitres que l'étude du fonctionnement de cet appareil anémique que donc nous avons étudié, cet inconscient, ce préconscient, cette conscience, donc comment il fonctionne. Et donc, il dit le fait de connaître le fonctionnement de cet appareil, eh ben, ça va nous permettre de nous rendre compte que nos rêves, même s'ils présentent en apparence quelque chose qui est contraire à la morale, nous ne devons pas nous laisser induire en erreur. C'est un texte manifeste. Et donc il dit, et à la fin du chapitre, il va dire, mais alors, quelle valeur on va donner aux rêves pour la connaissance du futur? Est-ce que, non, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur les rêves prémonitoires. Et alors il dit qu'il y a effectivement des gens qui essayent d'étudier pour essayer d'expliquer, essayer de trouver, on va dire, une démonstration pour nous dire que dans nos rêves, il peut y avoir une connaissance du futur. Et en fait, il dit, ce sera absolument impossible. Et nous maintenons dans notre conviction que ces études n'arriveront jamais à nous donner une démonstration ni d'une deuxième existence dans l'au-delà, ni d'une possibilité de connaissance de l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont persuadés, non, qui disent si, moi j'ai rêvé, et puis après, ça s'est réalisé. Et il va d'ailleurs nous l'expliquer un petit peu, ce phénomène, même si les gens qui l'ont vécu, ils sont tellement persuadés que, non, je veux dire qu'ils tombent dans le piège, on va dire, non, ils confondent la réalité psychique de la réalité matérielle, et donc ils tombent dans le piège de leurs sensations. Et en fait, il dit que ce phénomène, c'est un phénomène, d'ailleurs, il raconte une anecdote, et je ne sais plus dans quel chapitre, où il dit qu'il est dans la rue, il marche dans la rue, et que tout d'un coup, il pense à un de ses collègues, et il dit, tiens, j'ai rêvé de lui, oui, et donc il se rappelle un petit peu d'un rêve, enfin, disons qu'il se rappelle d'avoir rêvé d'un de ses collègues. Et donc il continue à avancer, et rapidement, il se retrouve, il est face à ce collègue. Il dit, tiens, justement, je rêvais de toi, j'ai rêvé de toi cette nuit, et te voilà là maintenant, justement. Et en fait, il explique que c'est simplement que de loin, il l'avait vu, son inconscient l'avait vu, pas sa conscience. Donc, ce qui est arrivé dans la conscience, c'est qu'il avait rêvé de lui. Donc, on n'a aucune certitude, ni même s'il avait réellement rêvé de cette personne, ou sinon, non, que c'était une manifestation, on va dire, de l'inconscient. Donc, d'où l'importance de connaître ces processus de ce mécanisme, des mécanismes psychiques, pour pouvoir s'éloigner de tous ces mensonges, on va dire, de toutes ces illusions, de toutes ces informations erronées que nous présente la conscience. Non ? Donc il va dire, parce que nous avons vu que justement, que nous révèle le rêve va nous présenter toujours quelque chose qui est en relation avec notre passé. En fait, le rêve ne nous dévoile jamais rien de nouveau. D'accord ? C'est toujours en relation avec le passé. Donc, dans ce chapitre, il va nous dire aussi, il va nous présenter donc sur différents points pour bien mettre, pour que les choses soient bien claires, on va dire qu'on doit penser que le psychisme humain n'est absolument pas centré dans la conscience. Et ça, c'est quelque chose qui dit, maintenant, nous devons abandonner cette idée, non ? Cette idée, donc la conscience,
elle prend un nouveau rôle. Elle a aujourd'hui, avec la psychanalyse, un nouveau rôle, une nouvelle position. Non? Et donc, il dit, d'un côté, nous devons savoir ça, c'est-à-dire que l'inconscient est d'un côté, la conscience est de l'autre, et avant la psychanalyse, ben, la conscience avait tous les pouvoirs. Non, je pense, donc je suis, disait Descartes. Non, enfin, il dit toujours, mais qu'aujourd'hui, non, c'est la psychanalyse, disons, découvre une autre chose, puisque justement, elle va nous dire, la psychanalyse, que je pense là où je ne suis pas, dans l'inconscient. Non. Et donc, il va nous dire aussi qu'il veut laisser les choses claires. Et il va nous parler, parce que jusqu'ici, ce qu'il nous a présenté dans l'appareil, enfin, il nous a montré cette partie de l'appareil en tant qu'un appareil, la description de cet appareil comme topique, puisqu'il a parlé de l'inconscient, du préconscient et de la conscience, non, comme une description de l'appareil. Il dit, mais il faut savoir que cet appareil fonctionne au niveau dynamique, puisqu'on avait vu qu'il s'agissait d'énergie qui allait, l'énergie de l'inconscient allait passer sur une énergie, sur une représentation du préconscient, pour ensuite passer sur une représentation de la conscience. Et nous avions vu que ces représentations, donc dans le préconscient, c'était des représentations verbales. D'accord ? C'est-à-dire que quand on passe entre l'inconscient et le préconscient, nous rentrons dans les phrases, nous rentrons dans le langage. Non ? Alors que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire c'est au niveau de sa structure, mais le préconscient, là, il y a des phrases. Et donc, en fait, il dit que ce qui se déplace dans l'appareil psychique, non, rappelez-vous, on avait parlé du transfert, c'est l'énergie qui va passer d'une représentation à une autre. Donc, ce ne sont pas des localisations. Il dit, c'est pas qu'il s'agit d'un contenu inconscient qui ensuite va passer à l'inconscient. Ce qui passe d'un lieu à l'autre, en fait, il dit non, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace, d'accord ? C'est pas des lieux, c'est pas des espaces différents, sinon que c'est comment on va dire en français, c'est en fait, c'est donc au niveau dynamique, la division n'existe pas, sinon que c'est simplement un déplacement de l'énergie. Et qui peut se déplacer, donc effectivement, cette énergie peut se déplacer de représentation en représentation pour arriver jusqu'à des représentations conscientes. Et il va nous dire, et il nous répète, rappelez-vous que les idées inconscientes ne pourront jamais devenir conscientes. Donc ça, il dit dans l'interprétation des rêves, puisqu'il nous avait dit que entre l'inconscient et le préconscient, c'est imperméable. Il ne peut pas y avoir de passage de l'idée inconsciente directement au préconscient, sinon qu'elle va devoir se transformer ou occuper la représentation préconsciente qui se retrouve en fait sans énergie. Non, c'est quand une idée préconsciente qui n'a plus d'énergie, on va dire, puisqu'elle a été réprimée, donc c'est cette représentation-là que l'inconscient va utiliser pour s'exprimer. Mais nous savons, donc en 1925, Freud il va écrire un texte qui s'appelle La négation, où en fait il va nous expliquer, bon c'est un texte assez complexe, mais juste pour souligner, qu'en fait il va nous dire que si, il y a un moment où il est possible que l'inconscient arrive directement dans le discours, parce qu'on est dans le préconscient, dans le sens où le sujet, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte, ou il s'en rend compte parce qu'il va dire, c'est une idée inconsciente qui va arriver dans la consciente, mais uniquement si en fait c'est nié, s'il y a un non devant. Non ? Très souvent, quand on va présenter, par exemple, à un patient, on va lui présenter une idée, on va lui dire « mais peut-être que ce dont vous me parlez, c'est ceci, c'est cela ». Et le patient va dire « mais non, pas du tout, ce n'est pas, ne pensez pas que c'est ta. » Alors il est là. Non ? C'est-à-dire que le patient, il ne se rend pas compte, puisqu'il le présente comme une négation, donc il ne se rend pas compte que c'est quelque chose que réellement, qui est quelque chose qui est en relation avec lui, puisque ça apparaît avec un non, mais il le dit.
Hein. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet à travailler sur le sujet de la négation, qui est quelque chose de très intéressant, non? Comme la construction de la négation dans le sujet. Bonsoir Mylène, bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Carinette, bonsoir. Pardon, je n'avais pas vu les messages. Carrie, bonsoir. Rose Michel, bonsoir. Ayaté, bonsoir. Olivier. Alors, Olivier nous présente un exemple. Si le sujet rêve de gagner au loto, a-t-il plus de chances de jouer que s'il n'avait pas fait ce rêve et donc peut-être de gagner? Freud il dit que ça n'a rien à voir. D'accord, Olivier? Donc Freud, il insiste en disant que ça, c'est le texte manifeste. Donc nous ne savons pas, non, ni de quel jeu il s'agit, ni de qu'est-ce que ça veut dire gagner dans ce rêve, à quoi il va être associé. L'interprétation peut signifier quelque chose qui est complètement éloigné. Non? Rappelez-vous que la production, ce n'est pas sur l'avenir, sinon que c'est sur le passé, la réalisation de désirs. Non, c'est quelque chose, le rêve, c'est une manifestation du passé qui, quand il est interprété, là, il peut, avec l'interprétation, donc être en relation avec le présent. Non, parce qu'on avait dit que la réalisation de désirs, c'est toujours quelque chose qui va se faire au présent. Bonjour, Ninotna. Comme topic, oui, comme topic, comme descriptif. D'accord, c'est un appareil, quand il présente l'appareil inconscient, préconscient, conscient, il le présente comme quelque chose de descriptif. Donc, de toute façon, dans les chapitres antérieurs, quand on avait vu la régression, non, le chapitre de la régression, par exemple, on avait vu qu'il y avait une énergie qui revenait en arrière, non? Comme le pôle moteur était fermé pendant la nuit, donc l'énergie, ce qu'elle fait, elle fait demi-tour, non? Et elle va chercher donc dans la mémoire les informations qui vont être utiles pour la formation du rêve. Mais ça, c'est au niveau dynamique, d'accord? Donc il y a le niveau dans l'appareil, il y a le niveau topique, le niveau dynamique, et après il y en a un troisième, c'est le niveau, j'ai oublié. Donc, mais disons que ici, vous devez penser que l'interprétation des rêves, d'accord, c'est le premier texte qu'il élabore. Bon, il en avait élaboré plein d'autres avant, mais disons le premier texte où il va inaugurer la science, d'accord, puisqu'il va nous décrire réellement ce qu'est notre objet, notre objet d'étude, d'accord, l'inconscient réprimé, et que après il va continuer à écrire pendant 39 ans, d'accord, où il va continuer à faire ses recherches, à avoir des patients, et en fait, ce qu'il va faire, cet appareil va devenir de plus en plus complexe, d'accord? Donc, Carrie nous demande, est-ce que ces manifestations de l'inconscient dans le discours est ce que l'on appelle le retour du refoulé? Non, parce que dans le discours, le refoulé, il est refoulé, d'accord? Ou ce qu'on va dire le réprimé. Le réprimé, ce qui est réprimé, il est réprimé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est dans l'interprétation, d'accord, il y a une sorte où on va dire que quand le psychanalyste va interpréter le sujet, c'est parce que le sujet est sur le point de découvrir ce qui est réprimé. C'est-à-dire qu'il a déjà lancé tous les éléments. Et la personne qui écoute, donc, est capable d'articuler avec ce qu'elle a écouté, d'accord, cette idée qui est réprimée, mais qui est là sur le point de sortir. C'est-à-dire que le sujet on va l'aider à lui montrer ce qui est réprimé. Mais dans le discours manifeste, il n'y a pas d'inconscient, il y a le phénomène de l'inconscient. Il y a la réalisation, non, de tout le travail. Vous vous rappelez qu'on avait vu que le travail de l'inconscient, c'était la condensation, le déplacement, la mise en scène, l'élaboration secondaire. Et après toutes ces transformations de l'idée originale de l'inconscient, arrive le discours manifeste. Mais le discours manifeste, c'est juste le résultat d'un travail, non? Comme on va dire, dans la table, dans l'ordinateur qu'on utilise, il n'y a pas l'informaticien, il n'est plus là. Non, je veux dire, ceux qui ont participé au travail, l'exemple n'est peut-être pas très bon, mais je veux dire que dans la réalisation d'un travail, le discours manifeste, c'est le résultat final, d'accord, où l'inconscient aussi a participé. Donc, Faudélie, bonsoir. Océ, bonsoir. Votre cours est très intéressant et enrichissant. Merci à vous. Je vous en prie, Océ. Et ok, merci, Océ. Et qu'en est-il du point de vue économique dans ces premières topiques?
Donc, ce n'est pas les premières topiques. Non, la topique, c'est la description de l'appareil. Donc, on avait vu, donc, au point de vue économique, c'est le transfert de l'énergie. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que cette énergie, en fait, elle a la capacité de passer de l'inconscient au préconscient à la conscience, d'accord? Et que pendant la nuit, comme le pôle moteur est fermé, elle fait demi-tour et elle revient, on va dire, elle revient dans les traces mnésiques, donc dans le préconscient ou l'inconscient. Bonsoir Adama, et voilà, d'accord, j'ai fait le tour. Donc, et en fait, il va donc nous dire, et l'interprétation psychanalytique, qu'est-ce qu'elle fait? L'interprétation psychanalytique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va reconstruire tout ce travail qui a été fait. C'est-à-dire que, rappelez-vous, c'est donc avec le récit du patient qui va nous raconter son rêve, voilà, j'ai rêvé de ci, non, quand il disait mon ami R et mon ami R et mon oncle, non. Donc à partir de là, donc on n'a rien, quoi. C'est un rêve qui dit pratiquement rien. Qu'est-ce qu'on va imaginer? Donc c'est seulement avec l'association de Freud où on va pouvoir interpréter que c'est un rêve où Freud y réalise le désir de dire moi je n'ai rien à voir avec ça. Enfin, ouais, on peut pas le savoir à partir du discours manifeste, d'accord? Non, ou la construction, donc l'interprétation avec les idées latentes, donc les idées préconscientes, les idées latentes que le patient va nous donner et la possibilité que le psychanalyste interprète donc ce désir inconscient. Eva, bonsoir, merci pour votre générosité de partager tout ce savoir librement. Bon, librement, Eva, librement. Non, parce que je veux dire que on a on va dire librement, ça veut dire gratuitement, vous allez dire, non? Et ben, vous voulez faire référence un petit peu à ça. Mais est-ce que c'est vraiment gratuit? Non, je veux dire, parce que c'est vrai que je ne vends rien. Mais est-ce que c'est vraiment gratuit dans le sens, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à faire par rapport à ce qu'on vous a donné? Non, dans ce sens-là, bon, vous n'avez absolument aucune obligation. Attendez, moi je parle simplement, je m'arrête sur le mot, non? Mais je veux dire, parce que quand on est arrivé. Bon, enfin, on va continuer, on ne va pas se dévier trop. Donc, on disait que l'interprétation, c'était une reconstruction, non? Que l'interprétation, c'était une reconstruction, en fait, du travail qui avait été fait pour la réalisation du rêve. Non? C'est-à-dire qu'on va on va déplacer l'énergie. L'interprétation, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle, grâce aux mots, elle va déplacer l'énergie. Parce que le fait de parler dans une psychanalyse, ce qui permet, c'est de pouvoir déplacer l'énergie. Parce que là, ce qu'il va nous dire, l'information qu'il va nous donner, qu'il n'avait pas vraiment précisé jusqu'alors, c'est que, donc on savait qu'il y avait une censure entre l'inconscient et le préconscient. D'accord? Il y a une censure qui oblige, non, ce péage et cette transformation entre l'inconscient et le préconscient. Mais là, ici, il va nous dire en plus qu'il y a, bonsoir Laurent, qu'il y a une autre censure entre le préconscient et le conscient. D'accord? C'est-à-dire une autre censure, qu'est-ce que ça veut dire? Un nouveau travail de déformation. Parce que la censure, ce qu'elle demande à chaque fois, c'est, non, comme la censure dans les informations, la censure, on va raturer un bout du discours pour qu'il n'y ait que des morceaux qui arrivent et puis que la conscience, elle dise, je ne comprends pas bien ce qui m'arrive. Non, quand les patients, ils arrivent en disant, voilà ce qui m'arrive, regardez, je ne comprends pas pourquoi, j'ai senti ci, j'ai senti ça, j'ai vu que ça, j'ai réagi comme ça et je ne comprends pas pourquoi. D'accord? Parce qu'il y a eu tout ce travail de déformation. D'accord? Et donc, claro, parce qu'il dit que ce n'est pas le produit psychique, ce n'est pas le librement. Ok, d'accord, très bien, Sylvie. Donc, et ce n'est pas le produit psychique, c'est-à-dire ce n'est pas l'idée qui va passer d'un système à un autre, non, en se transformant, sinon que c'est l'énergie qui va passer et qui va s'unir avec une nouvelle représentation. Hein. Bon. Et, et donc, il va nous dire, maintenant, nous devons le savoir, et nous devons l'assumer, on va dire, que l'inconscient, c'est le psychique véritablement réel. C'est-à-dire
que dans l'inconscient, nous avons la base générale de la vie psychique. L'inconscient, non, c'est ce qui va être à la base de tout l'appareil, de tout le fonctionnement de l'appareil. D'accord? Et à l'intérieur, bien évidemment, il y a la conscience. Sylvie nous dit, ça, moi, sur moi, sont-ils équivalents à l'inconscient, préconscient, conscient? Bon, ça, c'est la topique de 1923, avec le moi et le ça, d'accord? Où il va nous apporter donc ces nouveaux éléments, non? Pour justement rendre un peu plus complexe, parce qu'il va nous dire que donc le ça, c'est l'inconscient, d'accord? Donc il est toujours inconscient, non? Et le moi et le surmoi, par contre, il va nous parler du moi et du surmoi comme deux instances, en fait, qui ont une partie consciente et une partie inconsciente. C'est pour ça que tout ça, ça va devenir beaucoup plus complexe. L'énergie va passer et se rattacher à une autre représentation dans la conscience, dans le préconscient et après dans la conscience. D'accord? C'est pour ça qu'elle peut, vous vous rappelez qu'on avait vu que les idées, en fait, non, c'était une chaîne d'idées. Ça passe d'une idée à une autre, d'une idée à une autre, d'une idée à une autre, pour après, quand ça apparaît dans la conscience, ben, ça n'a plus rien à voir avec l'idée de départ. Absolument plus rien. Il y a eu tout un travail de déformation qui s'est réalisé. Donc, c'est passé dans cette chaîne de traces mnésiques. Non, on est passé de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, pour retrouver un résultat qui n'a plus rien à voir avec, euh, avec l'idée de départ, on va dire, non? Mais effectivement, donc, cette énergie dans la conscience, elle apparaît collée à une représentation, non? Quand on le voit avec les névroses obsessives, non? On donne l'image de gens qui peuvent pas, qui doivent mettre leurs chaussettes avant de se décider à mettre la chaussure, ils mettent et ils enlèvent leurs chaussettes une dizaine de fois le matin avant de se décider à se chausser. Et ils ne peuvent pas éviter de répéter cette action. Non? Donc c'est quelque chose où on voit que dans la conscience, il apparaît quelque chose où on ne comprend pas. D'accord? Donc on voit que l'énergie est collée à une représentation qui ne correspond pas à l'idée de base. D'accord? Mimoun Saïdi, je vous en prie, éclaircissement, les éclaircissements, comme un éclair, non, ça va passer vite. Et Chrissy, bonsoir. Alors à quel moment parle-t-on d'acte manqué? Ben, l'acte manqué, donc c'est comme un rêve. D'accord? Donc, on avait vu que ce que Freud nous présente ici dans cet appareil, donc il nous présente dans l'interprétation des rêves, c'est un appareil qui va produire les rêves, qui va produire les actes manqués, qui va produire les maux d'esprit, qui va produire les lapsus, les oublis, tous ces phénomènes de l'inconscient qui sont pareils, donc des phénomènes, on dit pourquoi j'ai oublié ce nom-là, pourquoi j'ai oublié mes clés, pourquoi non, que c'est toujours associé à quelque chose. Alors après, on va dire, ah ben j'ai oublié, on va se donner des raisons. Non? Si on ne tombe pas dans le piège de l'Alzheimer ou de je ne sais pas quelle maladie, non? Que c'est toujours produit par quelque chose de psychique. D'accord? On va même parler, oui, Ninotna, c'est ça, d'accord? L'énergie se retrouve déplacée de signifiant en signifiant, exactement. Donc, on va dire que, non, quand on parle de l'oubli, par exemple, de l'Alzheimer, non, que l'Alzheimer, c'est une représentation, non, on va dire que c'est étudié, la psychanalyse, elle a commencé à étudier un petit peu ce phénomène, et que, je veux dire que la personne qui va commencer à souffrir d'Alzheimer, elle peut s'allonger sur le divan pour voir pourquoi elle a besoin de tout oublier, pourquoi elle ne peut pas éviter d'oublier. D'accord? C'est un phénomène, non? Ok. Et donc, je continue. Donc, on disait que l'inconscient est à la base et que la conscience aussi est un phénomène de l'inconscient. Que la conscience aussi est surdéterminée par l'inconscient. D'accord? C'est-à-dire que il va même nous dire que tout ce qui est inconscient a un degré préliminaire inconscient. Alors, Carrie, je n'ai pas fait référence au phénomène du retour du refoulé. D'accord? Le retour du réprimé, c'est quand une idée qui a été réprimée, ben, elle réapparaît, non? Elle réapparaît déformée, donc dans la conscience, puisqu'elle a été déprimée, réprimée.
Non? Donc, elle retourne mais sous une autre forme. Ah oui, vous dites que, par exemple, l'exemple de la chaussette, non, comme un retour du réprimé, effectivement. Donc, le retour du réprimé, c'est-à-dire que ce qui est réprimé, et on va dire qui est mal réprimé, c'est celui qui va revenir. Parce que quand c'est bien réprimé, on n'a pas de nouvelles. Par contre, on a des nouvelles quand ce qui a été réprimé n'a pas été correctement réprimé et qu'en fait, il a besoin de s'exprimer. Non, parce qu'on avait vu que l'inconscient va s'exprimer tout le temps. Non, et que c'est ce qui s'exprime, c'est cette énergie réprimée. Alors, Ninotna nous dit, je rebondis sur une question. L'acte manqué dans la vie quotidienne a-t-il la même essence qu'un acte manqué lors d'une analyse? Excusez-moi si la question est hors sujet. Non, la question n'est pas hors sujet. On va dire qu'un acte manqué dans la vie quotidienne, bah, c'est un acte manqué. On ne va jamais savoir pourquoi. Par contre, un acte manqué lors d'une analyse, c'est-à-dire parce que je vais en parler. C'est pas obligatoirement de le mettre, non, de le réaliser là, d'oublier l'heure du rendez-vous ou des choses comme ça, non. C'est pas nécessaire, simplement de faire référence à cet acte manqué, il a la possibilité d'être interprété. D'accord? Et donc de produire, non, parce que cet acte manqué aussi, comme c'est un phénomène de l'inconscient, c'est en relation avec quelque chose que moi je ne veux pas savoir. Parce qu'on réprime, parce que c'est quelque chose que la conscience ne veut pas savoir. D'accord? Donc quand on dit qu'il y a certaines personnes qui sont très réprimées, c'est parce qu'elles tolèrent très peu dans la conscience, elles ne tolèrent pas. Il y a beaucoup de choses que. On va voir des exemples ici. Comment sait-on alors qu'il s'agit bien d'un retour du réprimé? Et merci par un simple et pas un simple souvenir. Donc on va dire à l'attention, le retour du réprimé et pas un simple souvenir. Donc le souvenir, on avait dit que c'était toujours des souvenirs écrans, c'est-à-dire toujours des souvenirs déformés. Donc toujours des souvenirs où la répression avait fait partie. D'accord? Donc il y a eu toujours des formations. D'accord? Exactement, Ninotna, dans le travail avec le transfert. D'accord? C'est ce qui va permettre justement, parce qu'on va dire que cet acte manqué, c'est pas seulement un acte manqué comme un phénomène que nous avons, sinon que c'est un acte manqué qui fait partie de l'analyse du sujet. D'accord? Surtout s'il vient le raconter. D'accord? Donc ça fait partie de son histoire analytique. Non, c'est pas un détail, on va dire. Parce que le retour du déprimé, j'insiste moi avec le déprimé, le retour du réprimé, c'est le retour du réprimé, c'est le retour du réprimé et il y a une autre énergie qui va s'opposer à ce retour. Non, c'est pour ça que ça va former un symptôme. Non, il y a la réalisation du désir et une opposition à cette réalisation dans le symptôme. Non, plus ou moins. Donc, nous continuons. Donc, nous avions dit que dans l'inconscient, non, c'est celui qui domine tout, qui surdétermine tout l'appareil psychique, non? Et en fait, il dit que sa nature interne pour la conscience. Bon, il est là pour écouter cet acte manqué, non? L'écouter, des fois, simplement l'écouter, c'est déjà une interprétation. Donc, on va dire qu'il nous dit que la conscience, non, que pour la conscience, l'inconscient est aussi inconnu que la réalité du monde extérieur, il va nous dire. Non, c'est-à-dire que la conscience, de la même façon qu'elle n'a pas la capacité de savoir ce qui se passe dans le monde extérieur, ou très peu, non, où l'information qu'elle reçoit est toujours complètement déformée, de la même façon, l'information qu'elle a de ce processus psychique, c'est quelque chose aussi, non, qui est complètement déformé. Non. Donc il va se poser la question à savoir, et alors, qu'est-ce que c'est la conscience? À quoi est réduite aujourd'hui la conscience après Freud? Hein? Et donc, il dit que jusqu'à présent, on avait une tendance, non, avant Freud, on avait une tendance à exagérer les pouvoirs de la conscience. Non, on pensait que c'était elle qui dominait tout. À la rigueur, on parlait d'une subconscience ou on disait que le préconscient, c'était déjà l'inconscient. L'inconscient, on ne saura jamais. D'accord? Ça ne peut être qu'interprété. Donc, c'est tout. Il dit que la conscience, en plus, un des travaux qu'elle va faire,
c'est de nier l'existence de l'inconscient. D'accord? C'est-à-dire que l'inconscient, de la même façon comme nos sens, elle nous trompe. Non? Comment on considère, donc Chrissy nous demande, comment on considère le pétage de plomb, un trop-plein de passage de l'inconscient dans la conscience, ou ça n'a rien à voir? Et bon, ça c'est particulier à chaque personne, non? Le pétage de plomb, comme vous dites, il faut voir où ça se réalise, comment ça se réalise, quand ça se réalise. Je veux dire, mais on va dire que non, parce que ça dépend comment on peut le. Moi, je le penserais comme ça à premier abord, comme une sorte de petit spectacle. Je vais vous donner un petit spectacle. Mais c'est vrai qu'on peut penser que c'est une accumulation de répression, de répression, de répression, de répression. On a l'impression qu'après, tout d'un coup, ça. Mais moi, je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est se permettre, non? Parce que c'est quelque chose socialement, péter les plombs, c'est quelque chose qui est accepté. Donc, par contre, être désagréable de temps en temps avec quelqu'un en lui disant aujourd'hui, toi, tu m'énerves, ça, on ne le dit pas. Ah, non, non, tout va bien, oui, oui, tout va bien, oui, 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 tout va bien. Donc, il n'y a personne ou très peu de gens, non, qui se permettent d'exprimer de temps en temps leur hostilité envers les autres. Donc, ils la taisent, et puis tout d'un coup, ben, ils se permettent, non, d'exploser. Donc, socialement, c'est plus accepté, on va dire, le pétage de plomb. Elle a pété les plombs. Bon, ça, c'est permis, quoi. Donc, ce n'est pas l'inconscient qui participe à ça, non? Ce n'est pas l'inconscient, le pétage de plomb, non? Bon, il faut voir, dans chaque cas, c'est différent, d'accord? Les pétages de plomb, le pétage de plomb, c'est quelque chose qui est si particulier pour chaque personne, non? On va dire. Donc, donc, il nous parlait de cette exagération, non? De l'estimation du caractère de la conscience. Et il va nous dire d'ailleurs, c'est aussi exagéré dans la production intellectuelle et artistique. Et donc il va nous parler, il va dire qu'il y a des intellectuels, non, des intellectuels donc et des artistes qui font c'est plus acceptable en France qu'ailleurs, péter les plombs, Arthur. Pélo, je pense que c'est plus français qu'ailleurs aussi, Arturo. Moi, je pense qu'il y a des péter les plombs, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu les Français, ils se permettent de péter les plombs, mais comme ils sont toujours très aimables, très gentils, très aimables, très agréables, non, ça c'est la conduite correcte. Alors peut-être que, bon, je ne sais pas, on ne va pas faire d'études sociales. D'accord? Parce que ce qu'il faut faire, c'est les études, non? Les études de cas par cas et en plus dans des situations analytiques. D'accord? Donc, il va nous parler la surestimation de ce caractère conscient pour la production intellectuelle. Et en fait, il va dire que c'est une surestimation qui n'a absolument pas lieu d'être. Dans le sens où, justement, non, il va nous parler donc de Johann Wolfgang Goethe, non, puisque c'est un auteur que Freud a beaucoup lu, et il va parler aussi de Helmholtz, non, qui est Ferdinand von Helmholtz, donc il était un scientifique, un physiologique et un physicien, donc allemand, un peu plus jeune, on va dire, que Freud, tous les deux, comme avec Goethe, où ils parlent de leur découverte ou leur production artistique. Ils disaient, dans la majorité des cas, ça arrivait comme des créations qui arrivaient finement, qui avaient produit spontanément quand on ne fait pas intervenir la conscience. Parce que quand on a une incapacité de produire, on va dire de façon artistique, c'est parce que la conscience, elle est là, elle juge. Je fais A et boum, la conscience, elle commence déjà à juger. Donc, alors que, non, tout comme l'association libre, on va dire, qui est une production d'une certaine façon artistique, il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Et quand l'artiste, l'écrivain est à sa place, le chercheur est à sa place, non, c'est-à-dire dans sa fonction, et il peut laisser passer, et ce qui va sortir, non, va venir d'une production de son appareil psychique. Parce que la conscience, il va nous dire que l'activité, la capacité de l'activité consciente, c'est de dissimuler tous les processus de l'appareil psychique. Son travail, c'est de nous induire en erreur pour essayer de montrer que, et que vous voyez que nous vivons dans une époque,
Non, ça, je pense que ce n'est pas seulement en français. Nous vivons dans une époque où nous voulons que la conscience domine notre vie. Et c'est pour ça que ça produit beaucoup de maladies de vouloir que la conscience domine ma manière de penser, ma manière de manger, ma manière de travailler, ma manière de parler, et qu'on veut que notre conscience, on va dire, soit nous obéisse au doigt et à l'œil. Oh, et là, la conscience, c'est le résultat d'un processus. Donc on est tout le temps déçu, on a l'impression qu'on ne fonctionne pas bien. C'est pas vrai, on fonctionne très bien, mais on doit laisser passer, c'est pas nous qui dominons notre conscience. D'accord ? Nous n'avons pas de pouvoir sur notre manière. Non, c'est pour ça qu'il y a des lapsus, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur notre manière de parler, on ne choisit pas les gens qu'on aime, non ? Je veux dire, ni on choisit notre manière d'aimer, on ne choisit rien, sinon il y a une terminologie en espagnol qui est tout à fait adéquate et que je n'ai jamais trouvée en français, mais qu'en fait, on subit les effets de nos processus. On les subit, mais pas dans le sens négatif, simplement que c'est le processus, on est là pour, non ? On est la scène, non ? On est la scène où on va voir. Carinette, c'est la conscience ou la censure qui juge? C'est le surmoi, non? Le surmoi qui juge. C'est la petite voix qui vient juger, qui vient nous dire si c'est bien ou pas. Alors, dans le phénomène, parce qu'en fait, c'est la conscience, c'est la censure qui vient dire tu ne peux pas laisser passer ça, la conscience ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que ça va produire un déplaisir. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de la tension et qu'on ne va pas savoir comment le décharger. Et pour le décharger, ben, il va falloir donc le transformer pour être accepté. D'accord? On veut éradiquer le réel. C'est une bonne manière. Marc, oui, cela se retrouve notamment chez beaucoup de psys qui nient l'importance de l'inconscient dans la vie psychique. Oui, Marc. Et Carrie, c'est vrai que l'ère de la pleine conscience ou mindfulness. Oui. Carinette, il y a une forclusion de l'inconscient. Carinette, une tentative. Exactement, Carinette, une tentative, d'accord? Une tentative de vouloir, mais vous voyez, ça surgit de toute façon. Et puis en plus, on voit que quand on écoute, non? Quand on les écoute parler, ceux de la pleine conscience, etc., donc ils veulent en fait, ils veulent obtenir les résultats qu'ils auraient en laissant passer l'inconscient, mais avec leur conscience. Non ? Donc, ce sont des processus exactement qui, de toute façon, depuis l'arrivée de la psychanalyse, l'inconscient, on n'a jamais, on va dire, même, je ne sais plus qui de vous aussi faisait référence, que la véritable résistance, ce n'est pas le mindfulness ou ça, la véritable résistance, c'est la résistance des psychanalystes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a de la résistance chez tout le monde et elle est obligatoire parce que nous avons été formés comme ça. D'accord? Donc après, moi je pense que non, quand on parle de la pleine conscience, c'est toujours à la recherche du plaisir. Non? Essayer d'éliminer le déplaisir et à la recherche du plaisir. Alors que le déplaisir, c'est un instant. Le déplaisir, c'est un instant. Quand il y a quelque chose que le patient ne tolère pas et que tout d'un coup, dans une séance, il apparaît, la phrase apparaît, de ce qu'il ne voulait pas écouter, tout d'un coup, il apparaît. Voilà, c'est tout, on ne va pas se disputer. Il y a un petit déplaisir, et puis après, parce que le déplaisir, c'est quoi? C'est que je ne contrôle pas ma vie. Le déplaisir, c'est que je ne sais pas exactement qui j'aime. Le déplaisir, c'est que je crois aimer telle personne et en fait, j'aime quelqu'un d'autre que je veux ne pas aimer. Donc, c'est accepter toutes ces petites choses-là. Et quand on les accepte, en plus, après, ça disparaît. C'est pas qu'après, on va devoir vivre avec un amour qu'on veut pas. Non, non, après, ça disparaît. Bon, alors, mais si l'inconscient reste toujours inconscient, l'inconscient, Sylvie Lazarou, l'inconscient, c'est une production. D'accord? Donc l'inconscient, on va dire, reste toujours inconscient quand la personne ne passe pas par le divan, mais quand la personne va passer par le divan, il va y avoir une construction de l'inconscient. Il va y avoir une construction qu'on appelle la construction d'une histoire de désir. D'accord? Puisque l'interprétation, c'est toujours la réalisation d'un désir. Donc on va pouvoir interpréter comment le sujet désire. Pourquoi? Pour lui montrer que son désir, en général, il désire comme un enfant.
Donc, pour pouvoir lui permettre d'interpréter, non? Et de pouvoir libérer toute cette énergie en plus qui sert à la répression pour que personne ne sache ça. L'inconscient a toujours eu une place marginale dans la société, y compris à l'époque de Freud. Oui, y compris à l'époque de Freud. Non? Vous vous rappelez, à l'époque de Freud aussi, bien sûr. Bien sûr. Et puis après, tous les disciples de Freud, non? Qui ont eu aussi des résistances. C'est pour ça qu'on doit féliciter Freud, parce que c'est impressionnant comment le scientifique qu'il est, où il a pu accepter tout ce qu'il découvrait sans résister et dire « Ouh là, je me casse ». Je ne veux pas voir ça, parce que lui, il découvrait les choses et après, non, vous vous rappelez ce rêve dont il avait rêvé, on en avait parlé, et il s'était rappelé le matin d'un rêve et après il a dit ah non, je ne vais pas m'en occuper, ce rêve-là, j'aime pas. Et après, l'après-midi, comme le rêve était toujours là, il dit je vais l'analyser. Donc lui, il continue, il ne renonce pas. Non, on nous vend tellement de bien-être qu'il n'y a plus moyen d'être bien. Effectivement, Carrie. Donc, vous dites, Sylvie, oui, dans l'analyse. Donc, vous dites, mais l'inconscient reste toujours inconscient dans l'analyse. Mais il est interprété. Il est interprété, donc effectivement, l'inconscient est toujours inconscient, mais il y a une construction qui se fait, on va dire, parce que, comment on va dire, il y a une production qui se fait dans l'inconscient. Donc le sujet, ça passe pas au conscient, mais il y a une production qui se fait, il y a quelque chose que le sujet apprend de lui-même. Et par la même occasion, apprend de tous les êtres humains. Parce que ce qui m'arrive à moi dans une séance, c'est pas quelque chose qui est particulier à Clémence. Sinon, c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Ce n'est pas une chose bizarre ce qui m'arrive, sinon que ça arrive à tous les êtres humains. Donc ça aussi, après, on peut relativiser dans le sens où on peut avoir une meilleure relation, on va dire, avec ce qui nous arrive, parce que c'est pas quelque chose. Non, on dit que le névrosé, ce qu'il fait, c'est cacher tous ces fantasmes. Je crois que ces fantasmes, c'est qu'à lui, que les autres n'ont pas ce genre de fantasmes. Donc c'est pour ça qu'on va humaniser l'être humain, c'est lui montrer que ce qui lui arrive, ça arrive à tout le monde. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui veulent garder leur idée qu'ils étaient uniques pour maman. Alors on va dire, Ninotna, vous me dites, c'est ce qui nous échappe, ce qui reste insaisissable. Forcément, on aurait envie de l'effacer. Mais c'est le moteur, non, ce qui nous échappe, insaisissable, c'est le moteur. J'ai une question. L'oubli au réveil est-il déjà le refoulement d'une chose en soi? Non, on avait dit que l'oubli du rêve au réveil, c'est parce que la censure s'est réveillée. Donc, comme elle dormait, elle était endormie pendant le rêve, elle a laissé passer des trucs. Et donc, mais au réveil, la censure, elle dit ça, la conscience, elle ne va pas pouvoir supporter. Et donc, elle refoule. D'accord? Et d'accord, Sylvie comprend très bien. On sait comment le fantasme se manifeste-t-il? C'est-à-dire, passe de l'inconscient au conscient, du latent au manifeste. Est-ce que de même que tous les signifiants qui ont été transformés au fil de la chaîne associative? Donc, les signifiants, en général, sont inconscients. Et en plus, il y a des fantasmes. Non, il y a des fantasmes qui sont conscients. Non, qu'il y a des patients qui viennent, qui parlent de leurs fantasmes. Et après, il y a les fantasmes qui sont inconscients. Les fantasmes qui vont être interprétés comme les rêves. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont être produits. Donc, pour continuer un petit peu avec notre idée, par exemple, il va nous raconter, donc il va nous dire une chose importante, donc il va nous dire qu'entre le préconscient et la conscience, il y a aussi une censure. C'est-à-dire qu'il nous avait dit que dans le préconscient, en fait, c'est tous des souvenirs dans le préconscient, ou des idées, ou des pensées, mais que tout ça, c'est le langage. Donc il dit, si on fait un effort d'attention, on peut réussir à retrouver tous les petits détails de notre vie d'hier, par exemple. D'accord? On peut faire le travail pour essayer de se rappeler de tous ces petits détails. Oui, c'est vrai, j'ai regardé ci. Non, les petits détails, parce qu'en plus, on dit que l'inconscient va s'occuper des détails, pas des gros trucs, pas des gros drames, les détails de la vie du sujet. Hein? Mais il dit, mais il y a une partie à partir de l'inconscience, non, on va dire qu'on ne peut pas tout récupérer. D'accord? C'est pas que si on commence à faire un effort en essayant de se rappeler de nos vacances de telle année, ou je sais pas, on va pas récupérer. D'accord? Parce qu'il y a eu aussi donc un processus
un processus de censure, parce que la majorité des souvenirs, non, dérangent, on va dire d'une certaine façon, même les bons souvenirs, non, ne serait-ce que parce qu'on compare avec la situation actuelle, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses. Bon, après, on va voir le système de la mémoire, non? Bonsoir, Liazine. Merci pour toutes ces infos. Ok, donc après, il faut continuer à lire Freud. Il faut continuer à lire Freud. Freud, c'est le pilier central. À partir de là, d'accord, c'est le pilier. Je veux dire, après, on peut commencer à lire d'autres auteurs, on va dire, on peut commencer à lire Lacan, mais Lacan nous a dit, pendant tout son travail, il nous a dit, il faut revenir à Freud, il faut revenir à Freud, moi je suis avant tout freudien. D'accord? Après, les Français, ils se sont laissés séduire par le discours de Lacan. Mais il faut revenir à Freud. Et que Freud, il est déjà très complexe. Et qu'en plus, parce qu'en fait, Lacan, ce qu'il a proposé, c'est une lecture de Freud. Non? Bon. Donc, on disait qu'entre le préconscient et la conscience, il y a aussi une censure. Et donc, il va nous donner il va nous raconter une petite anecdote d'un cas d'une jeune fille. Il dit, il y a une jeune fille d'un aspect intelligent et décédée qui se présente dans sa consultation. Et donc, il dit, c'est pas exactement une patiente, non, c'est quelqu'un qui vient lui parler pour lui raconter un petit peu ce qui lui arrive, comme le premier entretien, on va dire. Et il dit, quand je la vois rentrer, déjà sa toilette, elle dit, déjà, ça me surprend, non, parce que ça va contre toutes les habitudes féminines, il dit. Et en fait, il dit qu'il y a un collant qui pend, non, il y a un de ces collants qui pend, et en plus, elle a ses boutons qui sont déboutonnés, d'accord, de la blouse. Et elle se plaint de douleur à la jambe. Et donc, directement, sans que Freud n'ait rien dit, elle enlève ses collants et elle montre à Freud sa jambe. Non. Et donc, elle dit, elle continue donc à se plaindre, et Freud, il nous dit, je vais reproduire exactement ce qu'elle m'a dit, non, de sa plainte. Et donc, elle dit que cette jeune fille a commencé donc à se plaindre en lui disant, c'est comme si j'avais quelque chose dans le ventre, elle dit, non, qui se bouge de là à là, ça monte et ça descend. Et c'est une sensation qui me produit de profondes émotions. Alors, parfois, j'ai la sensation que tout mon corps est devenu rigide. Donc, elle dit que dans le bureau de Freud, il y avait un collègue qui était là. Carinette, que Lacan dit, je suis celui qui a lu Freud. Muy bien. Et donc, il dit que quand il y avait un collègue donc, dans la consultation qui écoutait, et qui donc il regarde, il dit effectivement, c'était clair, tout le monde se rendait compte de ce dont elle parlait, cette jeune fille. Mais elle, non. Et Freud, il dit, non, parce qu'elle dit, elle ne se rendait pas compte, parce que sinon, elle ne l'aurait jamais dit. D'accord? Donc là, il dit, elle a réussi. Donc on voit dans cette expression, donc on voit qu'elle répétait non, son fantasme sexuel, où elle transmet, elle présente à Freud son fantasme sexuel réprimé, donc qui produit de la douleur et des sensations bizarres, non? Donc, et en fait, il dit que c'est un cas où le fantasme a réussi à passer outre la censure, d'accord? Et donc, il dit que c'est un fantasme qui, normalement, va rester dans le préconscient, mais qui a réussi, en se déformant un petit peu, sous le déguisement de la plainte. D'accord? C'est-à-dire que ça s'est déguisé quand on se plaint de quelque chose. On doit voir de quoi on se plaint. Ça, c'est la même chose. La plainte, c'est ce qui arrive dans la conscience. Après, il faudrait voir de quoi il s'agit, non? Interpréter pour savoir vraiment de quoi il s'agit. Mais là, ce qui nous montre, non, c'est que c'est passé directement, qu'il n'y a pratiquement pas eu de censure. Et que le déguisement, c'était simplement la plainte. Non? Donc, il nous montre pour voir ce travail que normalement, il y aurait dû avoir un travail de censure où tout le monde ne se serait pas rendu compte autant. Mais elle, en fait, elle ne s'en était pas rendue compte. Bon, et après, il va nous raconter il va nous donner un autre exemple d'un jeune garçon de 14 ans qui a des tics convulsifs, non? Et il va nous expliquer, il fait une chose qui est très intéressante, il dit au patient, donc il dit qu'il souffre, un jeune garçon qui souffre de tics convulsifs, de vomissements hystériques, de maux de tête, etc. Et il lui dit, ferme les yeux et tu vas me faire la description des images qui t'apparaissent.
Et donc, le jeune garçon, il dit, ben, je viens de chez mon oncle et on jouait aux dames. Et il dit, bah, tiens, justement, sur le damier, je vois un poignard. Non et il commence à expliquer à Freud les différents jeux qu'il allait faire avec les pièces, ce qui était favorable, défavorable, etc., sur le damier. Et tout d'un coup, il dit, mais le poignard qui est sur le damier, il n'appartient pas à mon oncle, il appartient à mon père. Et pourtant, je suis chez mon oncle et avec le damier de mon oncle. Et tout d'un coup, il va avoir une image, non, qui va apparaître aussi, où il va voir une faux, une serpe, non, et il va finir par voir un vieux monsieur, un vieux paysan qui est en train, avec la faux, de couper l'herbe. Et en fait, donc Freud, il n'interprète pas tout de suite, non, il n'interprète pas tout de suite le rêve, sinon que c'est seulement après, donc il connaît l'histoire du patient, c'est un jeune garçon, non, les parents, il a un père très colérique, un père très sévère, qui le gronde tout le temps, il a vécu les disputes des parents, et en fait, il se retrouve, il vit chez papa, et que papa, un jour, il se présente avec une jeune femme en disant, voilà, c'est ta nouvelle maman. Et donc, face à cette situation, c'est là où les symptômes ont commencé à apparaître. Non, il dit, et en fait, c'était la colère du petit enfant qui avait été donc réprimée, non, et qu'en fait, qui s'est manifestée dans ces images qu'il a racontées à Freud, non, où on voit les instruments, non, il dit Freud comme Zeus, non, qui a voulu castrer son père, etc. Et c'est en relation aussi, donc il dit Freud, avec très certainement les menaces de castration que le petit garçon avait reçues de son père. Bon, voilà donc pour le dernier chapitre de l'interprétation des rêves. Donc, je vous recommande de faire le travail de la lecture. Bon, après, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de faire la lecture, un petit peu comme on l'a fait nous ici, d'accord? Donc, après, quand on rentre dans un cours, non, parce que là, on parlait de la gratuité, on va dire, de ces cours, et c'est-à-dire que quand c'est gratuit, il n'y a aucun engagement des gens qui participent. On peut venir, on peut ne pas venir, on peut étudier, on ne peut pas étudier, on n'a pas de compte à rendre. Non, donc c'est vraiment, comme disait Sylvie, librement, c'est-à-dire mon esprit fait ce qu'il veut. D'accord? C'est-à-dire que, bon, on peut s'enrichir, ça peut être très bien. Mais après, que vraiment, pour réellement apprendre, faut se lancer, on va dire, dans un séminaire de la lecture de Sigmund Freud avec d'autres personnes qui vont partager donc avec nous cette possibilité, puisque chacun d'entre nous, nous allons faire la lecture des textes de façon différente. Donc, on va dire, Carinette dit, pouvez-vous rappeler la différence entre la plainte et le symptôme? Le symptôme, c'est une manifestation de l'inconscient. Non, la Freud, il vient nous dire que la plainte, c'était juste un petit déguisement. D'accord? En général, la plainte, non, on dit que les gens qui se plaignent beaucoup, non, ou les gens qui se plaignent, ou quand on se plaint, c'est parce qu'on ne passe pas à l'action. Non? Donc, si on passe à l'action, les gens qui réalisent des choses, ils n'ont pas besoin de se plaindre, ils font. D'accord? Bon, après, ça peut être Carinette, on peut parler de la plainte de la position féminine, on peut parler de la plainte, non? C'est pareil. Je veux dire, de la même façon qu'il y a des symptômes de toutes les couleurs, il y a des plaintes aussi de toutes les couleurs. D'accord? Donc, Marielle, merci à vous, Marielle. Donc, nous sommes arrivés à l'heure et nous avons fini à l'heure. Donc, pour cette fois-ci, on va arrêter. Donc, ce n'est pas la première fois que je présente l'interprétation des rêves comme ça. Très certainement, je continuerai, d'accord? Parce que moi, je dois continuer à lire l'interprétation des rêves. Je n'ai pas fait le tour. Donc, moi, je vais continuer la lecture. Mais pour l'instant, je vais continuer aussi avec d'autres textes, donc peut-être comme ça, où je préviens, ou à l'improviste, je présenterai des thèmes selon les lectures que je fais au fur et à mesure, pour venir les partager avec vous. Sinon, comme je vous disais, il faudrait s'installer pour étudier Freud, et Freud sérieusement, dans le sens où c'est un instrument, la psychanalyse, un instrument qui nous permet de ne pas nous laisser tromper par la conscience, non? Donc, Ninotna, je dois partir malheureusement. Merci pour cette vision. J'ai repris la lecture de cette ouvrage. Très bien.
Muchas gracias, Clemencia. Bueno, Sylvie, Clemencia, c'est Clémence. Hein. Ninotna, merci. La dénégation serait intéressant à travailler. Donc, vous voyez, ok, d'ailleurs, vous me donnez des idées. Donc, merci à vous, Chrissy. Merci, Nelly. Donc, bonne continuation. Donc, donc, je recommande l'étude de la psychanalyse. Je te recommande la psychanalyse, d'accord, comme un instrument essentiel pour vivre dans le monde actuel. Essentiel pour ne pas se laisser tromper par ni par l'extérieur, ni par l'intérieur. Bon, allez, bonne continuation à tous. Donc, merci beaucoup de nous avoir, Axel. Chouette soirée instructive. D'accord, Axel. Alors, bonne continuation à tous. Donc, on reste en contact. D'accord, cette page ne va pas fermer. Donc, on continue à travailler et on continue à étudier Freud. Donc, merci de m'avoir accompagné. Merci Sylvie. Merci de m'avoir accompagné dans cette nouvelle lecture de l'interprétation des rêves. Bonne soirée, Marielle. Donc, à très vite, à très bientôt. Merci Cyrielle, merci à vous. Donc, bonne continuation et on continue. On verra bien ce qui va se passer. D'accord? Allez, à très vite, à très bientôt et on est en contact. Au revoir.